Droit au brut. Lucienne Perry, Michael Marquet. Imaginaire. Silence. Solitude. Secret. Univers. Rebelle. Brut. Droit au brut. L'art brut, sans détour, c'est droit au brut, du lundi au vendredi sur Couleur 3. Nouvelle diffusion le dimanche de 15h à 20h. De l'art bavard avec Lucienne Perry et Michael Marquet, réalisation sonore mais pas bruyante, Mathieu Lutolf. Bonjour Lucienne. Bonjour. Ou rebonjour d'ailleurs. Nouvelle thématique, nouveau volet aujourd'hui, le corps dans l'art brut et les vêtements qui vont avec. Avant d'en parler, une question plus personnelle pour un peu mieux te découvrir, te connaître. Dans ta vie pro et dans ta vie brute, comment s'est déroulée la toute première rencontre amoureuse avec ces artistes et leurs créations si particulières? Eh bien, je me souviens d'une découverte de Giovanni Battista Podesta, un Italien, un auteur d'art brut italien qui a créé des œuvres étonnante. C'est un homme qui vivait à Laveno, au bord du lac Majeur, qui était manœuvre dans une usine et qui, le soir et le week-end, descendait dans son antre, dans la cave de l'immeuble dans lequel il résidait et qui réalisait des œuvres monstrueuses qui faisaient peur, mais qui réalisait aussi d'ailleurs des manteaux, des parures pour carnaval et parfois il défilait. C'était un homme qui avait laissé pousser ses cheveux, on est dans les années 60 en Italie, et qui avait aussi une très longue barbe et qui était l'ami de tous les hippies de la région d'ailleurs. Décor dans le décor pendant une heure, décor qui danse et se balance aussi, Bronco Sandman.
Parfois lourds, parfois légers, parfois beaux, parfois torturés, les corps portent nos âmes, incarnent nos esprits. Ils se dévoilent et se mettent en mouvement dans Droit au Brut. Oui, les corps, qu'est-ce qu'ils sont importants pour les auteurs d'art brut? Pourquoi? Eh bien, tout simplement aussi parce que, ce sont des corps qui ont été abîmés, qui ont été bafoués, qui ont été parfois même humiliés. On connaît beaucoup dans l'art brut, les peintures, les sculptures, on a parlé des écrits, mais il y a aussi beaucoup de pièces textiles, des tricots, des tissages, des crochets, des dentelles, où les fils s'entrecroisent, s'entremêlent, se nouent parfois, se lassent, s'emberlificotent pour donner corps précisément à des parures tout à fait inouïes, étranges. On est entre la subtilité et la finesse et l'acharnement, la virulence. Il y a des travaux d'aiguille qui sont vraiment tout à fait troublants chez les auteurs d'art brut. On parlera aujourd'hui de 3 personnes qui ont été internées dans des hôpitaux psychiatriques au cours du XXe siècle, en France, en Écosse, en Italie. Et à cette époque, il faut savoir que tout patient, toute patiente devait revêtir un uniforme. Dès qu'on entre à l'hôpital, pour chacun, pour chacune, ça correspond à une sorte de dénuement. On est dénudé, dans tous les sens de l'expression d'ailleurs. On ne porte plus ses propres vêtements. Donc on perd son identité. Oui, c'est ça. Plus de bijoux, plus d'accessoires, plus de biens personnels, on perd son identité. C'est une mort d'identité, une mort civile, une mort sociale. On vit exclu de la société, on vit reclus. Avec un matricule, la plupart du temps, à la place d'un nom et d'un prénom. Oui, on perd même son nom, c'est vrai. C'est un exil social, un exil familial, un exil géographique, mental, un exil physique. Plus d'affection, plus de rapport affectif, plus de rapport sensuel. Le corps, on prend un coup et pas des moindres. Le corps est atteint, le corps est abîmé, il est humilié. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des témoignages qui ont montré que dans ces années-là, dans les années 1930, 1940, 50, 1960, 1970, de nombreuses personnes dans les hôpitaux psychiatriques ont souffert de la faim, du froid, du manque d'hygiène, et tout cela va de pair avec la personne, avec l'être, l'âme. Tous étaient habillés de la même façon, donc plus d'individualité, plus de personnalité, et celles et ceux qui ont réussi à garder la tête hors de l'eau, ce sont ceux et celles qui ont peint, qui ont gravé, qui ont sculpté, qui ont écrit, dessiné, et qui ont aussi créé des parures vestimentaires absolument délirantes, inouïes, comme s'ils avaient eu besoin, ou si elles avaient eu besoin, de faire une sorte d'hommage à leur propre corps, un hymne à ce corps déchu, perdu. Trying to get that V with that crib. Back when you used to bees with that crib. Gotta give a little to get a little bit in return now. Tables her now, and you heard about me and my bitch. I'm just trying to chill, cause lately I've been thinking about you and rebuilding. Walk around like you love feelings. I could tell he not fulfilling. You in love with me still. They say only if looks could kill for real. You walk around town with that guy. When you pass by, I just laugh like
Couleur 3. Petit morceau qui pique non pas les oreilles mais la peau, c'était Anna Aaron avec Mosquito. Le clip est juste magnifique, ça mérite d'aller faire un petit tour sur le YouTube pour aller voir cette vidéo avec une mise en scène des corps dans des tableaux tantôt sacrés, tantôt suscitant l'anxiété pour évoquer la naissance et la mort. Entre les deux, une vie pas comme les autres, celle de Marguerite Sirvin. Elle est née dans la Lozère en 1890. Elle est issue d'une famille de paysans, Luciane. Oui, c'est ça. Au fond, elle va mener une vie dans le village où elle va naître. Enfin, elle va vivre aussi à Paris. Elle sera modiste. Et puis, elle est internée à 52 ans. On est en 1942. Le médecin dit aliénation mentale et dépression mélancolique. Oui, on est au cœur de la Seconde Guerre mondiale. La dépression mélancolique, on la comprend, il y a de quoi. Et puis elle va commencer par réaliser des dessins dans cet hôpital psychiatrique. On est dans le sud de la France. Et ces dessins sont pas très intéressants, je dois le dire. Ils sont sages, ils sont conventionnels. C'est surtout dans la broderie. Dans la broderie que Marguerite Sirvin va trouver un mode d'expression enfiévré. D'ailleurs, elle va effilocher des chiffons de rebut, mais petit à petit. Il faut imaginer qu'à l'âge de 65 ans, là, quelques années ont passé, on est en 1955, elle se met en tête qu'elle a 18 ans, qu'elle va se marier. Elle rêve de mariage, elle rêve d'amour, Marguerite Sirvin. Elle rêve d'amour et de maternité. Et avec des fils qu'elle tire dans des draps récupérés, eh bien, elle va travailler à l'aiguille, sans modèle, sans patron, sans esquisse. Elle va travailler, elle va confectionner un vêtement nuptiale, une robe de mariée. Elle va tout simplement créer sa robe de mariée qu'elle va ornementer de manière tout à fait improvisée. Elle travaillera très rapidement, de manière très exaltée, selon une logique qui est la sienne, une logique qui est propre.
une robe de mariée qu'elle ne revêtira jamais. Il n'y a pas besoin de la revêtir, l'important c'est de la faire. L'important c'est de se livrer avec ivresse, avec ardeur à la création de ce vêtement de rêve. C'est une robe de rêve. Elle s'apparente d'ailleurs, cette robe de mariée, à des textures faites par les oiseaux. Vous avez déjà vu des nids d'oiseaux, hein? On a l'impression que ce sont des petits fils, des petites brindilles qui s'entremêlent. Il y a quelque chose de sauvage, d'archaïque dans les nids. Eh bien, il y a aussi quelque chose de sauvage et d'archaïque dans cette robe nuptiale, dans cette robe de mariée de Marguerite Sirvin. Des textures cellulaires avaient relevé Jean Dubuffet. Il était fasciné par cette robe de mariée qu'il avait découverte dans cet hôpital psychiatrique à l'époque, dans les années 60, et qu'il avait acquise pour la collection de l'Art Brut. C'est d'ailleurs une pièce majeure de sa collection. Et Marguerite Sirvin n'avait pas besoin de montrer forcément sa robe de mariée. Comme plusieurs auteurs d'Art Brut, elle n'éprouvait pas le besoin d'une reconnaissance, encore moins d'applaudissements. Et ce vêtement nuptial est extraordinaire parce que c'est comme si Marguerite Sirvin jouait entre transparence et opacité. Parce qu'il y a des zones qui sont vraiment très transparentes, très ajourées, mais d'autres qui sont opaques. Extraordinaire. Il y a des petites formes circulaires qui courent tout autour de la taille, et puis entre les deux seins, quelques fils roses, ce sont les seuls fils roses de la robe entre les deux seins qui sont cousus et qui forment une petite rose pâle. Oh, je dois dire qu'on en trouve aussi une sur un bouton dans le dos. On voit que Marguerite Sirvin a pensé à la chute de rein. Elle a pensé aussi à la place qu'il fallait pour le rebondi des fesses. Et puis, il y a toutes sortes de volants tout au bas de la robe. C'est une robe absolument sublime. Vraiment une création hors du commun qui frappe, je crois, toute personne qui entre en relation avec cette robe. Je l'ai présentée parfois à des enfants en très bas âge, 3 ans, 4 ans. Eh bien, je vous assure, même à cet âge-là, les enfants comprennent très bien ce que ça signifie, une robe de rêve, une robe faite parce qu'elle rêve d'amour, elle rêve d'un prince charmant, elle rêve de maternité. Puis un jour, il y a un jeune homme de 16 ou 17 ans qui m'a fait remarquer, regardez, sur le ventre, il y a un peu d'espace, comme si le relâchement un peu. Voilà, exactement, comme s'il y avait un peu de relâchement. C'est un peu plus lâche. Et ce jeune homme de 16 ans m'a dit, c'est peut-être parce qu'elle pensait avoir un enfant. Donc, en prévision de cette maternité, elle avait déjà prévu que le ventre grossirait. Cette robe est vraiment époustouflante et je vous recommande d'aller la découvrir à la collection d'Art Brut à Lausanne. Voilà, la robe d'un jour et la robe de toute une vie. C'était Marguerite Sirvin et sa robe de mariée qui était un petit peu son bonheur dans sa propre nuit et son rêve dans la folie. Droit au brut sur la 3.
l'âme se dissipe en abysse, lavé comme après la mousson. Plus de sommeil, dans cette ville y a des travaux partout. Cerné de pommes analogues, je rampe la tête à l'envers. Puis y a tout ça les visages, techno-futur, rétro-futur. Donne tes données, je te donne mes données. Donne tes données, je te donne mes données. Monte ton visage, je te montre mon visage. Je pars au cortège et les cris, bris de vitrine et les masques. Je prends les pavés, je lance des pavés. Je prends les pavés, je lance des pavés. C'est intimidant, le Léviathan. C'est ça la vraie vie, qui veut le pouvoir et les ruines. Contradiction manifeste, salut écho, tourner en rond, flamme du faux mot, je fais ramadan, qu'est-ce qui fermente en coulisses, machin président du monde, je pars habiter dans le rift, laisser planer les volcans, direction la fosse des Mariannes, car sous la mer c'est calme, 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 sous la mer c'est calme. Accumuler trop de fatigue, tourner en rond, j'ai jamais eu de vrai métier. Tourner en rond, j'ai pas l'humour d'André. Tourner en rond, sous la mer c'est calme, 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 sous la mer c'est calme. Sous la mer c'est calme, sous la mer c'est calme, sous la mer c'est calme. Lucienne Perry, Michael Marquet, Droit au brut, sur Couleur 3. Le duo genevois Cyril avec Sous la mer, c'est calme. Et sous les vêtements, c'est comment? On parle d'Angus McPhee à présent dans Droit au brut, un créateur de vêtements très étonnant. Alors Angus McPhee est un Écossais qui est né en 1916, il perd sa mère à l'âge de 8 ans, son père est paysan. Oui, et d'ailleurs, il va travailler beaucoup avec son père. À 14 ans, il quitte l'école, c'est terminé l'école. Pour lui, il va travailler sur l'exploitation familiale de son père, qui est cultivateur, et il sera en contact permanent avec la nature. Quand on est sur les îles Hébrides, eh bien, ces îles au nord-ouest de l'Écosse, eh bien, on est en contact permanent avec la nature. C'est-à-dire qu'on va naître et grandir dans un environnement qui marque tout individu. Je crois que la nature sauvage, les étendues de terre, la mer à perte de vue, la beauté est idyllique et cette notion d'infini est omniprésente. Je pense que tout cela est important pour la suite de l'histoire que je vais vous raconter. Au fond, il connaît très bien les côtes de l'Atlantique, parce que il vit proche de ces côtes, proche de la mer, à milieu de la vie urbaine. Et la Première Guerre mondiale éclate. Angus McPhee est un jeune homme, il a 23 ans, il va devoir quitter son village natal, quitter tout ce qu'on vient de décrire, cette nature si présente. Il va se rendre sur d'autres îles, les îles Féroé, à 500 km de chez lui, perdu entre l'Écosse et l'Islande, au large de la mer de Norvège. Donc on est vraiment très très loin de son petit village. Cette guerre, à laquelle il doit prendre part, le marque, le traumatise, et vite les premiers symptômes apparaissent.
il va perdre pied et il va devoir retourner à son village. Et là, quand il retournera, il va demeurer solitaire, il sera absorbé toujours par ses pensées. Il va d'ailleurs négliger son travail. Il s'isole. Angus McPhee erre dans la nature au bord de l'océan et il va être interné finalement à Inverness, à 200 km de sa maison. Il a 30 ans. Donc c'est la deuxième fois qu'il est éloigné de sa famille, éloigné de sa communauté, éloigné de cette sœur de laquelle il est assez proche. Une deuxième rupture géographique, familiale, sociale. Il est isolé, il va plonger dans le mutisme, il va se taire. Angus McPhee ne va plus parler du tout lorsqu'il sera à l'hôpital psychiatrique. Alors il est affecté aux tâches agricoles, parce qu'on se rend compte qu'il les connaît bien et qu'il est tout à fait habile. Et il va revêtir, comme tous les autres patients, cet éternel uniforme hospitalier, l'uniforme conforme. Comme tous les autres, il travaille dans les champs et à la fin de la journée, à 17h, eh bien, pour chacun, c'est un moment de libre avant le repas du soir et les autres pensionnaires restent sans rien faire près de l'hôpital. Ils jouent aux cartes, ils discutent, ils dorment et lui, il va se retirer dans la nature. Il va ramasser des herbes, des éléments végétaux et il va tresser comme le faisait son père, et son père lui avait appris à faire, à constituer, à fabriquer des cordes. Eh bien, lui va s'inspirer de cette technique, d'ailleurs, qui est tout à fait ancestrale, archaïque. On sait que l'homme des glaces, 3000 ans avant Jésus-Christ, avait aussi sur lui des pièces textiles faites en matière végétale. Eh bien, lui, Angus McPhee, seul, dans son petit coin du parc de l'hôpital psychiatrique, il va réaliser des chapeaux, des vestes, des pantalons, des bottes, des gants, qu'il ne va jamais revêtir, sauf les chapeaux. Eh bien, ces habits, il va les suspendre aux arbres, il va les cacher dans les buissons, il va les disposer au sol, comme s'il faisait des expositions sauvages, dans un coin de terrain qui fait office d'atelier de fortune à ciel ouvert. Et, au fond, 2 fois par an, le personnel hospitalier est chargé de nettoyer les parcelles autour de l'institution. Donc l'atelier est nettoyé, les œuvres sont embarquées au même titre que le bois mort qu'on a retrouvé dans le parc. Et on va faire un grand tas devant l'hôpital psychiatrique et on va brûler tout cela pour faire place nette. Et Angus McPhee assiste à ce spectacle et il voit ses œuvres s'embraser. Il regarde, assis, sans faire aucun commentaire. Et le lendemain, il recommence. Alors lui non plus, il ne porte pas ses vêtements. Il préfère les réaliser comme si ces vêtements le faisaient rêver. On est dans le registre symbolique et ces vêtements évoquent le corps humain, ce corps dont il a été dessaisi, d'ailleurs déjà pendant la guerre, au front, et puis ce corps dont il a été un peu dessaisi aussi durant son internement psychiatrique. Oui, quand il est tombé dans la schizophrénie, il était presque plus que l'ombre de lui-même et pas très incarné, quoi. Exactement. En 1946, exclu pendant 50 ans. Et ce qui est étonnant, il réalise ses vêtements pendant 50 ans et puis ensuite, l'hôpital de Inverness va fermer, cet hôpital psychiatrique. Donc il va devoir retourner dans son village. Il va retrouver sa sœur d'ailleurs. Et vous savez ce qu'il va retrouver aussi ? La parole. Tout à coup, il n'est plus interné et il va retrouver cette parole. Donc il n'était pas devenu muet complètement. Pendant 50 ans, il a arrêté de parler pour créer ses œuvres, pour créer ces étranges vêtements, ces habits de rêve, ces habits délirants. Et il a continué à créer avec une vitesse extraordinaire et puis tout à la main, sauf 2 câbles parfois qui l'aidaient pour tricoter. Mais tout était fait à la main dans une sorte de tissage impromptu. On l'appelle le tisserand d'herbe d'ailleurs, c'est oui. le nom du bouquin qu'a fait la thérapeute Joyce Lang sur lui en 2000. Ce sont de véritables vêtements bio, tout compte faire. Oui, c'est vrai, très, très fragile. Bah oui, comment fait-on aujourd'hui pour maintenir ces œuvres intactes ? C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, lorsqu'ils étaient réalisés, c'était avec de l'herbe fraîche, vous imaginez, avec des végétaux verts, vivants, souples. Et puis, petit à petit, eh bien évidemment, les vêtements ont séché. Les auteurs d'art brut, et c'est le cas d'Angus McPhee, ne pensent pas au futur, ne pensent pas à la postérité, ne pensent pas à la conservation de leur création puisqu'ils vivent l'instant présent. Aujourd'hui, ces œuvres sont extrêmement fragiles. L'Écosse, une terre de mystère et des êtres de mystère aussi, c'était Angus McPhee.
I got a brother, Blake, he's 4 years older than me, and I guess he always will be. Yeah, he's clever and he's got a cool girlfriend. Oh, but wait, now that they're engaged, so I hope they have kids so I can be a cool auntie. Yeah, I'm waiting here for you. I'm waiting here for you. What do you think of the ultimate ending? I fast forward, get busy pretending that I've seen everything. Can I get you anything? A soda can party with lemon. Well, you got it. I got better things to do than shave my leg. She's got some good stories. I gotta go, but I hope we can keep in touch. I'd love very much being here with you, but you see, all this small talk is killing me. Couleur 3. Well, the background was New York City. I met you at a hotel bar. We walked around till the sun went down as the skyline played the stars. You asked me about my future plans and said they all sounded good. And that in New Orleans a woman told you things to confirm you and I should. But it don't matter where we are, long as I got you.
saw you here, now I can plant a tree right here. 'Cause it don't matter where we are, no, long as I got you to come on home to. Together we can go far. Well, and as our children grow, strong will be our sons. Yeah, our daughters will shine with peace of mind. God bless them, everyone. 'Cause it don't matter where we are, long as we got you to come on to. Together we can go far. Well, Ça sonne comme avant, mais c'est un titre de maintenant, Curtis Harding, Where We Are. L'art brut, ça se voit quand on le porte sur soi, rencontre avec Giuseppe Versino, la poupée de chiffon de Turin. On peut voir aujourd'hui certaines de ses créations au musée d'anthropologie et d'ethnographie de l'université de Turin. Tu nous en parles un peu, Lucienne ? Un homme étonnant, étrange, parce qu'en fait, il vivait dans un hôpital psychiatrique très très grand à Turin. L'hôpital psychiatrique de Collegno, il était enfermé et on lui avait demandé de s'acquitter de tâches de nettoyage. Tous les jours, il nettoyait. Et en fait, lorsqu'il avait terminé ses tâches, eh bien, il s'appropriait les serpillères, les chiffons usagés, il les lavait, il les effilochait et il en confectionnait des cordons de différentes couleurs. Tout cela constituait le matériel, les matériaux premiers qui allait servir à sa création artistique. Donc, en fait, il devait tout d'abord préparer les matériaux pour ensuite créer. Et il tissait à la main et montait des ensembles complets composés de tuniques, de pantalons, d'écharpes, de couvre-chefs, d'un sac même. Et ce qu'il y a d'étonnant, contrairement à plusieurs autres auteurs d'art brut qui ne portaient pas leurs vêtements, bien lui, oui, il les portait et été comme hiver. Bien que ses vêtements étaient très très lourds, ils pesaient 40 kilos. Donc été comme hiver, et vous savez qu'à Turin, il fait très chaud l'été, très très chaud, eh bien, il les portait. Ces vêtements, sans doute que c'était une sorte d'enveloppe corporelle, probablement qu'elle devait avoir une valeur protectrice. Un peu cocon ? Oui, un peu cocon. Une valeur peut-être conjuratoire qui repousse le mal. Au fait, si on s'approche de ces tuniques et si on essaye de réfléchir à tout cela, eh bien, on se dit que ces tuniques, ces vêtements, ces complets, eh bien, s'apparentent à des tuniques talismaniques d'Afrique de l'Ouest faites par certains marabouts ou par des devins guérisseurs qui ornent d'ailleurs ces tuniques d'amulettes, qui renferment parfois des écrits d'ailleurs, ces amulettes. Eh bien, l'habit de Versino, ressemble justement à ces tuniques. Visuellement, moi, j'ai pensé tout de suite à des vêtements traditionnels de la culture inuite, ou par exemple des reliques un peu médiévales comme ça, un peu côte de maille. Oui, c'est vrai. On pense aussi à des vêtements médiévaux. On a l'impression, en tout cas, que ce sont des vêtements d'un autre âge. On n'a pas l'impression du tout qu'on est au XXe siècle et qu'on est à Turin et que cet homme créait avec de vulgaires serpillères et des chiffons un habit qu'il allait porter. On est en 1950-1960. En fait, cet homme a créé des œuvres aussi qui ressemblent
également à des habits de chaman, des habits de devin qu'on trouve notamment en Russie, en Mongolie, des habits d'ailleurs qu'on voit au musée du Quai Branly à Paris. Et ces hommes, ces chamans qui revêtent ces vêtements, eh bien, avaient pour habitude et ont encore pour habitude de revêtir ces habits pour conjurer, pour éloigner des forces néfastes. Et ces vêtements les guident et leur donnent accès à un monde surnaturel. Alors on peut imaginer que Giuseppe Versino, à Turin, dans les années 50-60, portait ces vêtements pour obtenir une sorte de puissance particulière et pour s'extraire de la réalité. En tout cas, moi, je suis sûr que ça fera un carton à une Fashion Week. Tu sais, regarde ma robe, c'est une création Versino. C'est vrai que ça sonne bien. Oui, mais très lourd, les vêtements très lourds. Après avoir réchauffé les corps, on réchauffe les oreilles. Junior Thomas and the Volcanoes.
Et on referme le rayon textile de l'art brut avec une citation de Jean Dubuffet, père spirituel de l'art brut, ouvrez les guillemets. Notre culture est un vêtement qui ne nous va pas, qui en tout cas ne nous va plus. Point à la ligne. Quoi qu'il en soit, nous avons habillé votre imaginaire et les corps de belles parures dans ce 3e volet qui laissera sa place à une thématique demain sur l'anarchitecture. Mais avant d'en parler, est-ce qu'on peut revenir sur peut-être quelques références qui nous permettraient de prolonger cette thématique sur les vêtements et les corps dans l'art brut? Oui, un texte sur Marguerite Sirvin écrit par Jean Dubuffet, magnifique texte qui a paru dans les fascicules de l'art brut. Et puis il y a un petit livre sur Angus MacPhee, Joyce Lang, qu'il a écrit. Sur Versino, je dirais Gianluigi Mangiapane, qui a fait beaucoup de recherches et qui a écrit à propos de Versino. Et puis Inextricabilia, un catalogue d'exposition qui a paru aux éditions Flammarion. Tu sais qu'il y a même un film sorti en 2004, c'est Hidden Gift, The Mystery of Angus MacPhee, réalisé par Nick Higgins. Voilà. Oui, en anglais et avec des sous-titres en français. Merci Lucienne pour cette visite de la penderie de l'art brut. On se retrouve demain à 10h.